Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ITV, iRadio. Ce dimanche 24 avril 2022, le jury du dimanche reçoit M. El Hadj Ibrahima Sall, président de la commission d'évaluation des politiques publiques de l'État du Sénégal. L'invité de cette semaine est ancien ministre du Plan sous le régime du président Abdou Diouf. Il est également chef de parti, ancien directeur général de l'IPRES. El Hadj Ibrahima Sall, bonjour. Bonjour, monsieur Diouf. Toujours un plaisir d'être là et bonjour à tous les auditeurs qui suivent cette radio. Alors, je dirais que vous êtes diplômé de l'École des hautes études commerciales HEC Paris, de Wharton School of Finance, de l'Université de la Pennsylvanie aux États-Unis d'Amérique, de Howard University en Homeland et International Security, diplômé de l'Université Paris 4, Sorbonne en philosophie. Vous avez enseigné en DA, mathématiques appliquées à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en économie à HEC Paris, en management des grandes organisations à l'Université Paris 9 Dauphine, puis en économie publique à l'École supérieure de commerce de Paris. Pour terminer, vous êtes ancien enfant de troupe au Prytanée militaire de Saint-Louis, que vous avez eu à intégrer en 1972, où vous avez obtenu le diplôme de préparation militaire élémentaire, puis un diplôme de préparation militaire supérieure. El Hadj Ibrahima Sall, vous avez été plusieurs fois lauréat du concours général au Sénégal avec le premier prix de philosophie. N'est-ce pas? La présentation est loin d'être exhaustive. Je pouvais encore ajouter que vous êtes auteur, puisque vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Demain, la République ». Dans ce nouveau numéro du jury du dimanche, on va s'intéresser à la mission que le président de la République, Macky Sall, vous a confiée. Votre travail consiste à évaluer les politiques et programmes publics de l'État du Sénégal. Presque tous les domaines sont concernés. La santé, l'éducation, la jeunesse et l'emploi, la famille, le secteur pétrolier et gazier. Il y a également la défense et la sécurité, pour ne citer que cela. Je vais d'abord citer le président de la République, Macky Sall, qui dit ceci. L'évaluation des politiques et programmes publics est un enjeu majeur du siècle. Elle doit nous faire passer d'une démocratie formelle à une démocratie de participation et d'exercice. Fin de citation. Quelle importance réelle accordez-vous à cette mission? Si je ne m'abuse, c'est la première fois depuis l'histoire du Sénégal. Je vous remercie, Antoine. Vous avez effectivement posé la question centrale qui concerne cette mission-là, qui est la mission d'évaluation des politiques publiques. Tout juste pour vous donner une information, une idée de l'importance de la mission, la même commission existe en France. Elle est présidée par le président de l'Assemblée nationale française. Donc c'est le président de l'Assemblée nationale en France qui préside la commission d'évaluation des politiques publiques que moi je préside ici au Sénégal. Le choix du Sénégal étant légèrement différent du choix de la France, puisque la France part du fait que le Parlement contrôle l'exécutif et à ce titre-là devrait être investi des missions d'évaluation des politiques publiques. Au Sénégal, nous avons pensé que le contrôle est une chose, mais l'évaluation est quelque chose d'un peu plus différent, qu'il appartient à l'exécutif justement de conduire, de mener pour redresser ses programmes, changer, réformer. Donc il faut dissocier les deux. C'est ça, il faut dissocier les deux. Donc nous avons fait le choix au Sénégal d'avoir une commission d'évaluation des politiques publiques qui est logée dans le cabinet de M. le Président de la République, qui est mon interlocuteur direct, et à qui je rends compte des évaluations, des conclusions, des recommandations dans tous les domaines de la vie publique et dans tous les domaines de l'action publique. Et c'est un peu une très lourde responsabilité et je pense que le président a mis beaucoup de temps parce qu'il s'est voulu très exigeant avec cette fonction. Donc les ressources humaines qui ont été mises en place sont aujourd'hui, je peux le dire, les meilleures dans le monde
pour ce qu'ils font et pour l'évaluation des politiques publiques. J'ai aujourd'hui des commissaires, une vingtaine, associés à moi, qui sont excellents et très bons dans ce qu'ils font et dans des métiers d'évaluation des programmes et des politiques publiques. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. C'est une première dans l'histoire du Sénégal, bien entendu, et que le président de la République a, en 2019, lorsqu'il a été réélu, mis cette institution au centre de nos institutions et de nos programmes publics et de nos politiques publiques. Alors aujourd'hui, donc, il s'agit de regarder dans tous les domaines de l'action publique comment on peut d'abord regarder si on va dans la bonne direction, parce que souvent les évaluations et les revues qui sont faites regardent si on avance vite ou pas, mais aujourd'hui il est question, au-delà du rythme, de regarder si on va dans la bonne direction. Je pense que les Sérères disent Reta yenga nyufa anmeo yufa mojum. Et donc aller vite c'est bien, mais savoir où on va c'est mieux. Donc l'idée est très simple, c'est que l'évaluation des politiques publiques permet de corriger, permet de fermer, permet de recommencer. Et donc vous voyez que derrière tout ça, il y a une action de transformation, il y a une transformation de l'action ministérielle. C'est-à-dire que vous ne faites pas des évaluations pour les ranger dans les tiroirs. Une fois que vous terminez vos évaluations, vous mettez en place un projet de transformation ministérielle avec les leviers transverses de la transformation, les acteurs clés, et vous suivez le processus de transformation jusqu'à la fin. Donc c'est toute une méthode de réforme de l'État qui ne dit pas son nom et qui est en fait au cœur de l'évaluation des politiques publiques. L'État que vous connaissez bien. Mais vous avez commencé ce travail fastidieux, on va dire, depuis 2021 et vous allez l'achever en 2023. Comment les choses sont organisées pour obtenir des résultats quand même crédibles, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, deux choses sont indépendantes, deux choses sont importantes justement dans le processus d'évaluation des politiques publiques. C'est l'indépendance et c'est la crédibilité, comme vous venez de le dire. Il est important que nous ayons des évaluateurs crédibles et indépendants. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes liés par une sorte de charte de code de déontologie sur les questions d'évaluation. Que vous avez déjà défini. Mais que nous avons déjà résolu, que les commissaires signent avant de faire partie de la commission d'évaluation des politiques publiques. Donc il y a le noyau dur qui est fait de commissaires, de 20 commissaires autour de moi, de toutes les nationalités, ayant une expérience... Il n'y a pas que des Sénégalais alors. Non, il n'y a pas que des Sénégalais dans la commission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a par exemple 20 personnes. En France, par exemple, il y a le plus grand chercheur en méthode quantitative sur l'évaluation des politiques publiques. Nous avons un Sénégalo-français qui est un binational, un Halpulaar, donc qui s'est occupé depuis des années et des années de la réforme de l'État au niveau de l'Élysée, au niveau de la primature, donc de Sarkozy à Emmanuel Valls. Donc nous avons des profils comme ça qui touchent à tous les domaines et qui sont la commission elle-même. Autour de la commission maintenant, il y a 200 personnes à peu près au moins qui s'occupent de problématiques différentes et qui sont des groupes d'experts. Aujourd'hui, par exemple, pour évaluer la politique culturelle, j'ai une vingtaine d'experts qui sont rompus dans les politiques culturelles et qui vont se réunir pour définir les cahiers de charges. Donc les cahiers de charges sont définis par les experts, ce groupe d'experts. Il y a des groupes d'experts sur les questions de changement climatique et de politique de durabilité. Il y a un groupe d'experts sur les politiques agricoles. Il y a un groupe d'experts sur les questions des lieux de privation de liberté, donc prison, lieu de garde à vue. Sur la famille, la jeunesse, sur la justice, sur la jeunesse. Donc non seulement la commission existe, mais elle est entourée, sanctuarisée par des experts de très haut niveau. Et alors ces gens-là définissent les normes de travail, les protocoles, et ils définissent les cahiers de charges. Et maintenant, ce n'est que dans un dernier temps que nous sélectionnons des experts extrêmement compétents dans le domaine. Par exemple, pour donner un cas concret, dans le domaine de la santé, aujourd'hui, j'engage depuis plus d'1 an une évaluation
non seulement de la politique de santé, donc la façon dont nous pensons la santé, la politique de santé, mais aussi de notre système de santé, c'est-à-dire l'organisation dans laquelle il s'est. Aujourd'hui, ça date de... ça fait plus d'1 an que nous sommes en train d'évaluer cette affaire-là. Et nous sommes en train de l'évaluer avec 37 professeurs agrégés. 37 professeurs agrégés. Voilà, qui sont impliqués dans la tâche, impliquant les sociétés savantes du Sénégal, impliquant les associations de malades, impliquant les syndicats, impliquant les directeurs d'hôpitaux, impliquant aussi les matrones et les agents communautaires de base, sans compter les enquêtes de satisfaction, les enquêtes de perception, les enquêtes sur la confiance du système. Donc c'est tout un ensemble de choses extrêmement lourdes qui, depuis plus d'1 an, sont en train d'être faites sur le terrain et qui vont aboutir à des recommandations très précises auprès du président de la République. Vous vous êtes déjà engouffré dans le fond du débat. La question sanitaire, on va l'aborder en profondeur. Mais question préjudicielle toujours. Dites-nous, un travail aussi bien organisé nécessite forcément d'énormes moyens financiers. Tout à fait. Parlons de coûts. Tout à fait. Le budget mis à la disposition de cette commission. Mais une évaluation comme ça, elle coûte entre 200 et 300 millions. Parce qu'il y a des auditions, il y a des enquêtes, il y a des ateliers. Par exemple, nous avons auditionné tous les responsables. Par exemple, pour vous donner une idée, par exemple, nous avons 17 commissions. Une commission qui s'occupe des questions de la santé des écosystèmes, puisque nous avons vu que le Covid était une maladie qui a été transmise des animaux vers les individus. Donc, d'où l'importance justement de nous occuper des questions de pathologies qui naissent de l'environnement, des environnements. Donc, nous avons besoin de compétences bien précises en vétérinaire, en sciences forestières, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, nous nous sommes occupés des questions de santé publique et d'hygiène publique. Quel est l'état aujourd'hui de notre pays en matière d'hygiène? Et est-ce qu'il y a une éducation à l'hygiène? Est-ce que sur l'ensemble des territoires, nous avons des dispositifs qui nous permettent de préserver l'hygiène publique? Avant justement de rentrer sur les maladies, il y a les questions, une commission qui s'occupe des questions de gouvernance et de management des hôpitaux, puisque s'il y a des problèmes de management, il faut le savoir. Nous avons une commission qui s'occupe des maladies gériatriques émergentes et chroniques, donc toute la prospective médicale pour savoir les nouvelles maladies qui nous attendent. Nous avons une commission qui s'occupe de la chaîne anesthésie, chirurgie et réanimation. Nous avons une chaîne qui s'occupe des urgences sanitaires et les urgences de catastrophe. Par exemple, aujourd'hui, on s'est posé la question s'il y avait une catastrophe au Sénégal ou dans la presqu'île. Comment on devrait s'y prendre ? Est-ce que nous avons des hectares et des hectares quelque part dans l'arrière-pays où nous pourrions acheminer les populations. Donc, des questions de cette nature-là ont été posées le long de toute la chaîne. Pratiques. Est-ce qu'il y a des réponses pratiques à toutes ces questions? Justement. C'est important. Mais c'est très bien de poser la question en termes de questions, justement, parce qu'un cahier de charges en matière d'évaluation des politiques et des programmes publics, c'est d'abord une série de questions évaluatives très claires auxquelles il faudra apporter des réponses très claires. Par exemple, aujourd'hui, sur cette évaluation-là, nous devons répondre à 450 questions évaluatives sur notre système de santé et sur notre politique de santé. Et c'est pourquoi c'est énorme. Par exemple, quand on pose la question en matière de santé mentale, existe-t-il des protocoles et des procédures dans notre pays pour accueillir des malades et les orienter? Il va falloir aller chercher et y répondre de façon très claire. Nous nous posons la question, par exemple, en question évaluative, est-ce que le président de l'association de chirurgie esthétique, ce qu'on appelle donc les sociétés savantes, est-ce qu'elles participent à l'élaboration des politiques publiques? Il a fallu les auditionner. Il a fallu, en plus des auditions, les mettre face à face, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons un système qui permet de répertorier les incidents dans les hôpitaux et d'en tirer un classement? Par exemple, ça c'est des questions de conformité, des questions de normes. Est-ce que les protocoles, les normes ont été bien définis? Est-ce que nous avons besoin d'une autorité de la santé qui prend du recul par rapport au ministère pour justement discuter de ces normes
Est-ce que nous avons besoin d'une notation? Comme on note les agences de notation de rating, est-ce qu'on aura besoin de noter les hôpitaux, les établissements, les structures, les services? Mais oui, donc nous avons tout un tas de questions que nous nous posons, très sérieuses, 450 questions au moins, et auxquelles nous allons répondre point par point et formuler des recommandations en face. Pour tous les domaines? Dans tous les domaines, sur les plateaux techniques, sur la couverture nationale, sur les évacuations sanitaires, sur, que dis-je, les évaluations régulières, partielles ou générales, sur des structures de santé. Est-ce qu'elles sont publiées? Est-ce qu'on les rend publiques? Et tout un ensemble de questions. Et même je vais très loin aujourd'hui. Nous nous sommes posé la question de la formation des médecins. Devrait-on continuer à former les médecins comme on les forme aujourd'hui? Ne devrait-on pas inclure dans leurs cours des cours de psychologie du patient et insister sur les sciences comportementales et les recruter après le bac non seulement sur des coefficients intellectuels mais sur des coefficients émotifs? Est-ce que les médecins doivent être suivis psychologiquement tout le long de leur carrière? Doivent-ils bénéficier d'une formation continue tout le long de leur carrière? Voilà des questions clés. Et demain, il faudrait, par exemple, modifier la rémunération des médecins en fonction du temps mis pour consulter le client. C'est une piste. Parce que, bon, aujourd'hui, la rémunération, elle est fonction de la spécialité. Demain, il faudra inciter le médecin à rester plus de temps avec le patient, à l'écouter plus et à valoriser l'écoute et des compétences particulières. Alors, Elhadji Ibrahima Sall, pour ce qui est de notre système sanitaire, on sait qu'il y a à redire d'abord, mais à redire. Quelles limites objectives avez-vous notées durant toutes ces enquêtes que vous êtes en train de mener? Alors aujourd'hui, les enquêtes sont en cours, mais je peux vous livrer. Voilà, justement, vous les réservez au président de la République. Mais non seulement elles sont réservées au président de la République, mais je pense que c'est parce que nous avons un processus à court. Mais il y a déjà des choses qui se dégagent qui sont très claires. Les choses qui se dégagent qui sont très claires, c'est que la nécessité d'une approche holistique de la santé reste un point majeur et il n'est pas articulé dans nos politiques de santé. Ça, c'est clair. Donc, plus de coordination, plus d'animation, plus d'interaction et plus de participation à des pans qui sont soi-disant à la périphérie de la santé et qui sont pourtant, malgré tout, au cœur de la santé mais des populations. C'est le premier point. Le deuxième point qui est évident, c'est la question de l'organisation de services bien particuliers. Par exemple, la question des urgences et de la chaîne réanimation, chirurgie et anesthésie est un point. La question de la santé communautaire, donc les agents de sécurité, les agents de santé communautaire, plus les Badianougor. D'ailleurs, nous allons nous réunir dans une semaine à Saly, je pense dans quelques semaines. Avec les Badianougor. Avec les Badianougor de l'ensemble du territoire et avec les agents sanitaires de l'ensemble du territoire, pour que tout le monde puisse être consulté. Aujourd'hui, ce qu'il y a de clair, c'est que, nous devons aller vers plus de formation du personnel enseignant, du personnel soignant. Deuxièmement, il faut avoir des structures où la confiance dans le système sera renforcée. Et pour la confiance, c'est effectivement les évaluations, c'est les enquêtes de perception, c'est les enquêtes de confiance, c'est les indices de confiance, mais c'est aussi aller au-delà, trouver une sorte de médecine de proximité, et je peux dire médecine de famille ou médecine de ville, pour justement aider le patient à faire face à la médecine et à régler des problèmes de santé. Tout ça, c'est à bâtir, c'est à construire, et nous avons vu ça. Mais je pense que ce qui est sorti, par exemple, les discussions que nous avons eues avec tous les professeurs, toutes les sociétés savantes, c'est la nécessité d'avoir une haute autorité de la santé qui note, qui donne des protocoles, qui valide des protocoles de soins. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, nous faisons ce que nous faisons bien, tant bien que mal, mais sans protocole de rigoureux, sans ces questions, mais de formalisation, mais des procédures et des choses comme ça. Alors, je voudrais quand même dire une chose importante, deux choses. Je voudrais dire que il ne faut pas que l'arbre cache la forêt et qu'un incident ou un accident grave à punir qui est arrivé dans une structure de santé cache
le mérite et le travail que font tous les jours les médecins et le personnel soignant de ce pays qui arrivent à guérir 1000 personnes à chaque fois qu'il y a un accident. Donc je pense que ça, c'est une question de justice à rétablir, puisque nous les avons vus faire un travail remarquable. Et tous les jours, et d'ailleurs je vais rendre hommage au professeur Ousmane Ndiaye qui s'occupe de la question de la santé maternelle, infantile et néonatale, qui fait un travail extraordinaire dans notre commission d'évaluation, pour dire que tous les jours, il y a des pédiatres, il y a des sages-femmes qui aident les Sénégalais et qui les soulagent dans leur souffrance. Oui. Et enfin, l'autre point, c'est que une commission d'évaluation n'est pas un service de SAMU national. C'est-à-dire que nous ne répondons pas aux appels de détresse et nous ne sommes pas dans le court terme. Nous voulons bâtir des choses qui durent, et les choses qui durent ont besoin de recul. Donc le travail de répondre à la détresse des populations immédiatement, tout le temps, partout, c'est l'affaire du ministère de la Santé, c'est l'affaire des structures de la santé. Cela n'a rien à voir avec le travail d'évaluation que nous faisons. Oui, et qui on espère que les conclusions que vous allez remettre au président de la République ne seront pas rangées dans les tiroirs. Non, elles ne seront pas. Il faudrait une application pour que cela ait un sens. Mais les conclusions ne seront pas rangées pour deux raisons. La première raison, c'est que le président de la République lui-même, c'est lui qui a demandé et qui m'a instruit d'évaluer le système de santé. Il m'a dit qu'il y a des moyens énormes qu'il a décidé de mettre dans le système de santé, mais il ne veut pas continuer à mettre des moyens énormes dans ce système sans résultat. Donc il m'a dit cette évaluation-là, c'est la première pour moi, c'est la plus importante. Donc c'est pourquoi on est allé à fond. On est allé jusqu'à mettre des programmes de renforcement de capacité derrière. Par exemple, tous les chefs de service mais de la maintenance et des plateaux techniques dans les structures de santé vont être formés à l'ingénierie biomédicale et à la maintenance et à la commande des matériaux et en tout ensemble des choses. Sur le plan administratif, tous ceux qui gèrent la santé aujourd'hui vont avoir une formation continue en matière de leadership, en management, ainsi de suite. Donc, c'est un programme qui est lourd. C'est une évaluation qui est lourde, mais encore une fois, le temps de l'évaluation n'est pas le temps des accidents ou des urgences, même si ça nous empêche pas d'évaluer les urgences. D'accord. Vous avez effleuré la question tout à l'heure, mais il est de bon ton qu'on l'évoque un peu plus en détail. Il s'agit de toute cette turbulence dans le secteur de la santé, avec cette forte actualité. Un commentaire sur ça? Alors, un commentaire sur ça. La première chose, c'est que malheureusement, le problème que vous venez de soulever et ce qui se passe dans le domaine de la santé avec les turbulences sociales ne concerne pas que la santé. La santé est un domaine extrêmement sensible, sérieux et grave, déjà, pour qu'on soit scandalisé par des perturbations de cette nature. Mais le problème, c'est que le cancer, il est plus élargi que ça. Il touche presque tous les domaines de notre société, pour des raisons très simples. C'est que nous ne pouvons pas vivre dans une société d'irresponsabilité. Une société, elle repose sur la responsabilité individuelle. Une république, elle repose sur la responsabilité du citoyen. Nous avons besoin d'être des gens responsables. Responsable, ça veut dire liberté dans le choix, ça veut dire responsable pour assumer les conséquences des actions. On ne peut pas vivre et organiser de façon générale l'impunité dans tous les secteurs de l'économie. Le clando qui heurte quelqu'un sans avoir des pièces, si vous l'arrêtez demain, il y aura une grève de clando. Les journalistes qui se mettent, par exemple, pas vous, certains d'entre vous, soi-disant journalistes, font de la diffamation sur des personnes qui ne sont pas sur des plateaux. Demain, si elles sont poursuivies, la presse se met en grève. Les hommes de tenue feront pareil. S'il y a des abus sur des lieux de détention et de privation de liberté, demain, ils vont manifester leur mécontentement. Et les personnels soignants, s'il y a des fautes établies par des enquêtes, au moment de les sanctionner, ils vont en grève. C'est pas possible. On ne peut pas créer une société anonyme comme ça, où l'irresponsabilité est illimitée. On ne peut pas. Vous dénoncez alors un certain corporatisme. Mais je dénonce le corporatisme, puisqu'il y a deux problèmes dans cette affaire-là. Il y a le problème du corporatisme et des intérêts particuliers.
un pays ne peut pas être une juxtaposition d'intérêts particuliers. Un pays, c'est d'abord un bien commun, c'est d'abord quelque chose que nous partageons tous. Et c'est à l'État d'être ferme sur ces questions-là, justement, pour imposer l'intérêt général devant les intérêts particuliers. On ne peut pas laisser ce pays-là applaudir au triomphe des corporations, c'est intenable, c'est inadmissible. Et la deuxième chose, j'ai eu, lorsque j'ai reçu les syndicats de la santé, à discuter avec eux. Dans ce cadre? Ah oui, non, dans ce cadre, mais pas sur cet incident parce qu'ils n'étaient pas là. C'était à quelques jours des incidents. J'ai rencontré les syndicats et quelques jours après, cet incident est arrivé. Et le dernier point que j'ai abordé avec eux, qui était prémonitoire, c'était de leur dire quelle est votre responsabilité morale et professionnelle quand vous tournez syndicat dans un domaine aussi sensible que la santé et où les citoyens confient leur corps à des personnes comme eux. Et ça, c'est une question essentielle et nous avons discuté pendant des heures. Et donc, je leur ai dit et je leur ai expliqué très clairement qu'on ne pouvait pas être syndicat, avoir la même posture dans la santé que dans la sidérurgie ou dans la banque. Un syndicat de banque peut avoir ses traditions, mais dans la santé, il y a une responsabilité à assumer. Et ça, c'est important. La deuxième chose, mais c'est l'impunité. On ne peut pas vivre dans une société où les politiciens sont impunis, les journalistes sont impunis, les chauffeurs de taxi sont impunis, les médecins sont impunis, le personnel soignant est impuni. Personne n'est au-dessus des lois. Si maintenant nous décidons que à chacun, quelqu'un qui fait partie d'une corporation est nécessairement impuni parce qu'il y a un corporatisme qui défend l'impunité, mais à partir de ce moment-là, il faut être juste. Il faut ouvrir nos prisons et libérer tout le monde. Et les gens qui font le vol à la sauvette dans les banlieues, avec leur tchac-tchac, mais on les laisse continuer leur travail. Parce qu'il y a on pas serait quand même dans sorte de société. Non, mais il faut que les gens comprennent que serait le désordre total et social. Justement, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train d'organiser un désordre. C'est bien entendu ça, le sens de mon discours. Si on maintient des gens en prison, il faut que tous les gens qui sont libres sachent que leur liberté est en sursis et qu'ils doivent éviter de commettre des infractions que le peuple sénégalais, par ses représentants et par son code pénal, a puni. Et je pense que c'est ce sens de la responsabilité que je voudrais évoquer. Et pour terminer sur ce point de la responsabilité, il y a un point qui me paraît important, Antoine. Lequel? C'est-à-dire qu'une société, elle a deux instruments. C'est ce que j'appelle le contrôle social. C'est par exemple en Chine, c'est aller jusqu'à ce que les individus ont des puces individuelles, ils sont contrôlés s'ils vont aller chez leur grand-mère ou pas. C'est tout le sens de la tradition et de la transmission des valeurs. La culture, par exemple, a pour rôle essentiel de renforcer le contrôle social dans une certaine mesure. Et donc, vous avez ce contrôle social-là. Et ce contrôle social, il s'est affaibli dans le temps. Aujourd'hui, personne n'a... La société a de moins en moins... Oui, je reviendrai sur la faute. La société a de moins en moins le pouvoir de contrôler socialement les individus. Alors, quand ça disparaît et quand ça s'affaisse, vous n'avez qu'une seule solution qui vous reste, c'est la sanction et la responsabilité. Donc, la responsabilisation des citoyens et des individus me paraît, moi, capitale à ce moment précis de notre histoire où tout s'effrite, où le contrôle social est de plus en plus perdu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait à qui la faute, comme vous dites? Ça commence par la famille. Ça commence par la famille. C'est les chefs de famille, c'est les responsables de famille qui commencent par responsabiliser. Quand on commence à responsabiliser nos enfants, mais il y a une logique de déresponsabilisation qui s'est installée depuis les enfants jusqu'aux chefs de famille. Aujourd'hui, combien de chefs de famille abandonnent leurs enfants aux mères de famille et se barrent sans s'occuper du reste? Heure de coucher, heure de lever, et scolarité, tout ça, ce n'est pas leur problème. Donc, nous nous sommes déresponsabilisés pour attendre tout de l'État. L'État qui vous éduque, qui vous entretient, qui vous amène à l'école, qui vous trouve des travails et qui vous enterre à votre mort, ce n'est pas une société tenable et ce n'est pas possible. Il faut rééduquer les gens pour inverser cela, pour faire de notre pays un pays d'hommes responsables. Très bien. C'est la large part consacrée à l'actualité de la santé, mais également
au travail d'évaluation que vous êtes en train de faire dans ce domaine. Je rappelle que le jury du dimanche reçoit M. El Hadj Ibrahima Sall. C'est le président de la commission d'évaluation des programmes et politiques publiques de l'État du Sénégal. Dans la même actualité chaude, et j'allais même dire brûlante, vous êtes en train d'évaluer l'impact socio-économique des découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal, au moment où la question de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures est à l'ordre du jour avec la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on évoque comme raison fondamentale. L'exploitation de ces ressources pour le Sénégal est certainement un défi, mais il faut aller vite, même s'il y a une échéance. Alors, moi, ce que je voudrais expliquer sur ce plan-là, je pense que c'est une question importante et essentielle. Aujourd'hui, nous avons une guerre qui est une situation exceptionnelle parce que quand même, c'est la paix qui est la règle et l'exception, la guerre. Nous sommes heurtés par un choc sur le blé notamment, puisqu'il fait partie des 5 produits sur lesquels nous engageons notre souveraineté alimentaire. Pour résumer, le Sénégal a 5 produits sur lesquels sa souveraineté alimentaire va être construite, gagnée ou perdue. C'est le riz, c'est le blé, c'est le poisson un peu dans une moindre mesure, la viande, le lait. Voilà les 5 produits sur lesquels nous devons justement avoir une politique qui nous garantisse voilà, la souveraineté alimentaire. Je rappelle d'ailleurs que cette notion de souveraineté alimentaire, elle est dans les tout premières déclarations et les tout premiers discours de Mamadou Dia. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est effectivement en 1992 qu'il a été porté par des agriculteurs brésiliens et que c'est comme ça que de proche en proche la question est devenue, mais ce n'est pas une question de dernière heure. Donc nous avons des batailles à gagner. Sur, à mon avis, 5 grandes souverainetés. Il y a la souveraineté alimentaire, il y a la souveraineté énergétique, il y a la souveraineté stratégique et donc toutes ces questions-là méritent une attention et surtout des politiques à long terme, au-delà justement, mais de l'aspect conjoncturel que nous avons découvert dans les journaux il y a quelques jours. Avec cette pénurie de carburant. Oui, mais je voudrais d'abord, sur la sécurité alimentaire, dire que c'est un suivi régulier de la sécurité alimentaire des ménages qui a été publié, qui est un problème conjoncturel, qui vient de la guerre d'Ukraine. Mais derrière, il y a les politiques publiques durables qui nous permettent justement de sécuriser notre politique alimentaire. Et sur ce plan-là, je voudrais dire sur la sécurité alimentaire, mais que l'ISRA vient de découvrir, nous venons de lancer un programme blé qui est en préparation et qui va dans le nord du pays d'ailleurs. Oui, mais sur 8 variétés qui ont été homologuées par l'ISRA et qui sont adaptées aux zones agroécologiques de la vallée du fleuve. Donc tout ça, c'est pour vous dire que derrière cette inquiétude à court terme, il y a bien sûr le long terme et c'est des politiques durables qui doivent être conduites et qui doivent être menées. Et donc sur ce plan-là, bien entendu, et après il y a l'énergie. L'énergie, nous avons la chance qui préoccupe aujourd'hui beaucoup de Sénégalais. Hein. Oui, qui nous préoccupe. Si vous regardez les stations mais c'est un service, temps, mais c'est un temps court. De longs fils de voitures. Mais tout à fait. Mais c'est très dur, c'est très gênant, mais nous devons toucher du bois et santé et nous rendre compte que le Sénégal a découvert des gisements de pétrole et de gaz au moment où l'Union européenne se rend compte que sa dépendance vis-à-vis de la Russie est intenable et impossible, ils sont en train d'être pris au chantage. Et ce à quoi il faut s'attendre, c'est que l'Europe va se retourner vers des pays comme le Sénégal pour assurer son approvisionnement. Donc ça, c'est très important. Et il faut qu'on regarde ce que ça va vouloir dire pour nous en termes d'organisation, en termes d'utilisation des ressources. Et heureusement que le président de la République a pris le devant sur cette question de contenu local et que nous sommes en train d'organiser le patronat national pour essayer de faire en sorte que nous tirons le plus de bénéfices sur cette affaire. Il y a seulement une question qui nous préoccupe à la Commission, c'est que pendant que nous tirons grand profit et avantage de ces ressources, nous nous interrogeons sur la capacité de notre pays à gérer des catastrophes liées à l'exploitation du pétrole. Comme vous êtes déjà interrogé sur cette question. Nous nous sommes interrogés à cette question. Nous sommes en train de travailler sur des dispositifs pour évaluer si les sociétés qui s'installent respectent les normes
Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on va devoir faire demain, par exemple, s'il y a des brûlés sur les plateformes pétrolières? On s'est rendu que la conséquence, c'est qu'il fallait quitter d'une situation où sur l'ensemble du Sénégal, vous aviez 3 lits de brûlés, et je répète, et n'ayez pas peur, 3 lits à une unité complète qui coûte 4 milliards qu'on va mettre en place autour de l'hôpital d'instruction des armées principales pour justement bâtir des capacités pour traiter des accidents de ce genre. Donc il faut toujours regarder en avant et il faut regarder 20 ans, 25 ans en avant que les problèmes se posent. Et c'est ce que nous essayons aussi de faire en matière de défense et de sécurité à la Commission sur toutes ces questions. Souveraineté alimentaire, mais souveraineté énergétique, vous l'avez dit tout à l'heure. Je disais que c'est un défi pour le Sénégal d'exploiter ses ressources pétrolières et gazières. Mais il faut aller vite, n'est-ce pas? Oui, même s'il y a une échéance. Oui, mais il faut aller vite en respectant même la planification. C'est pour ça que je parle d'échéance. Même le désordre. Déjà défini. Mais j'ai l'habitude à dire à des jeunes qui me parlent, je leur dis même un désordre, ça se planifie. Oui. Donc aujourd'hui, on a une très bonne idée de la planification et l'exploitation du pétrole ne va pas tarder. Dans 2 ans au Sénégal, nous allons commencer à exporter nos puits de pétrole offshore et ça pour le plus grand bien du Sénégal. En tout cas, nous aurions eu, à mon avis, et la souveraineté énergétique et la souveraineté alimentaire. Oui. Et je pense que c'est grâce à la volonté du président de la République et des bonnes politiques publiques qui ont été conduites. Vous n'avez pas de crainte que cette situation actuelle qu'on est en train de vivre s'empire? Ça peut s'empirer conjoncturellement, mais la guerre d'abord, elle ne peut pas continuer éternellement en Russie. On ne peut pas avoir des forces engagées sur le terrain. Déjà, la Russie a des problèmes. Et la deuxième chose, les Occidentaux sont en train de réagir en donnant à l'Ukraine les moyens de tenir plus longtemps. Donc la guerre va durer plus longtemps que Poutine l'avait pensé. Et que tôt ou tard, ils vont aboutir à la table de négociation, c'est évident. Guterres est parti ce matin ou hier en Russie et il va s'en tenir avec le président. Toutes les guerres aboutissent autour de tables de négociation. Donc il y aura des tensions, il y aura une hausse des prix des denrées de première nécessité, ça va gréver le pouvoir d'achat, mais de façon concomitante, oui. Le président de la République a donné des instructions pour qu'un bouclier soit mis en place pour protéger le pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais. Et cela se fait par des subventions, mais les subventions, c'est des ressources, c'est de l'argent qu'il faut aller tirer quelque part, et c'est la difficulté de l'exercice, et je pense que c'est un exercice qui va frapper tout le monde. Vous savez, quand il y a une interdépendance dans le monde, et que les 2 pays qui fournissent le monde en blé, comme l'URSS et l'Ukraine, se battent, il est normal que ça se traduise par des hausses des prix et par des tensions et qu'il y ait des tensions sur l'énergie. Et que ce soit ressenti par dans 2 ans, si les mêmes événements, je ne le souhaite pas, se répétaient, le Sénégal serait plus indépendant parce que nous aurions notre propre pétrole et nous pourrions prendre des cargaisons en haute mer pour les ramener. C'est la vie normale des sociétés humaines et c'est la vie normale des êtres humains dans l'histoire, ponctuée de guerre et de paix. Mais heureusement plus que de paix que de guerre, parce que la guerre n'est qu'une trêve intéressée de la paix, en fait. Mais c'est la paix qui est fondatrice de l'évolution des sociétés. Vous êtes en train d'évaluer l'impact des découvertes pétrolières et gazières au Sénégal. Il y a pas mal de secteurs qui disent qu'ils sont impactés, la pêche, l'agriculture. Est-ce que vous voyez ce que ça peut faire comme conséquence et comment tenir compte de tous ces plaignants? Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord et vous avez tout à fait d'accord. Vous savez, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'histoire, elle avance. Quand un pays fait des découvertes, il est créé qu'il y a une valeur ajoutée qui se crée dans un secteur donné, qui est le secteur du gaz et pétrole, qui était à zéro, qui va avoir des entreprises nettes, des travailleurs retrouver du travail, et des sous-traitants trouver de l'argent, ainsi de suite, et il y aura de la richesse nécessairement. De la même façon, et pendant le même temps, forcément, il y aura des secteurs économiques qui vont être impactés, comme la pêche. Et l'idée, justement, c'est de ne pas protéger des secteurs ou des sous-secteurs donnés, c'est de protéger des emplois. Donc il faut reconvertir les pêcheurs vers une pêche qui est plus compatible avec le nouvel État
des choses, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y aura des pêcheurs qui vont se reconvertir, il y aura peut-être sur la ressource halieutique plus de pression, mais tout cela devra être mais tout cela doit être accompagné compensé. aussi par l'État. Mais bien sûr, Accompagné il y a une avec politique. une certaine formation, parce qu'un pêcheur Mais bien sûr, qui ne connaît que la pêche, comment le transformer en un acteur du secteur du pétrole et du gaz. Mais vous avez parfaitement raison. Nous avons évalué, nous avons entendu des universitaires, et je pense au professeur Cabral, Babacar Dieng, qui font partie du comité d'experts de la CSPP. Nous les avons entendus sur les études qui ont été déjà faites et projetées sur l'impact des découvertes de gaz et de pétrole sur l'emploi au Sénégal. Donc il y a des études qui ont été faites, qui ont vu les emplois qui vont être créés, les emplois qui vont être perdus. Mais encore une fois, ça c'est le sens de la vie. À chaque fois que quelque chose de crée, vous avez, à chaque fois qu'il y a une innovation, c'est des emplois qui sont créés, c'est des emplois qui sont perdus. L'important, c'est deux choses. C'est qu'il faut qu'il y ait plus d'emplois créés que d'emplois perdus. Et deuxièmement, ceux qui perdent leur emploi, qu'ils soient reconvertis dans les nouveaux métiers. Donc, c'est l'individu qui doit s'adapter aux progrès technologiques et aux innovations, mais on ne doit pas passer notre temps à essayer de financer et à entretenir artificiellement des secteurs qui ne tiennent plus ou qui ne peuvent plus tenir. La disparition du petit artisanat, vous avez vu avec l'arrivée de Auchan, il y a plein de moussantés qui disparaissent, les Lébous le connaissent très bien, les petits marchés du coin, mais qui posaient d'ailleurs des problèmes d'hygiène et pas mal de choses. Mais c'est une situation des consommateurs qui a été largement améliorée par la présence de grandes surfaces au Sénégal. Donc c'est ça le progrès humain, c'est ça le progrès scientifique et technique. Il faut l'accompagner et comprendre que derrière tout ça, il y a un humain qui doit s'adapter, qui doit plus s'enrichir et plus tirer profit du progrès que de l'inverse. L'invité du JDD, ITV, iRadio, El Hadji Ibrahima Sall, président de la commission d'évaluation des programmes et politiques publiques de l'État du Sénégal. Nous allons suivre la logique de l'actualité El Hadji Ibrahima Sall avec la Casamance. Vous suivez sans doute ce qui se passe là-bas. Vous vous intéressez sans doute aux questions de défense et de sécurité avec de nombre déplacés, 15 000 on va dire, sinon près de 15 000. Comment déjà vous jugez ce qui se passe en Casamance avant d'entrer dans les questions de défense et de sécurité de façon intrinsèque? D'accord. Je vous remercie, Antoine. Encore une fois, vous avez le sens des questions importantes. La question de la Casamance est une question essentielle pour notre pays parce que le conflit dure longtemps. Nous sommes amputés presque du quart de notre potentiel de production et de création de richesses et que le président de la République a fait un effort extrêmement important puisque je suis les questions de défense depuis plus de 25 ans dans notre pays. Je me rappelle quand j'étais tout jeune ministre du Plan, je participais à des planifications top secret défense au plus haut niveau pour voir les moyens dont devait disposer notre armée pour faire face justement à la rébellion en Casamance et pour mener des opérations et des actions. La première chose qui se dégage, c'est que d'abord c'est fait. Et c'est des félicitations que je voudrais personnellement adresser au chef suprême des armées et à toute l'armée nationale et à toutes les forces de défense et de sécurité de s'être engagées de façon franche, nette, pour mettre fin à cette rébellion. Je pense que nous sommes en train de réduire des résistances isolées et nous sommes en train de consolider notre position. Nous sommes en train de suivre, de traquer et de réduire toutes les formations rebelles plus ou moins éparses. Mais aujourd'hui, vraiment, la question de du conflit casamancé a fait un bond qualitatif grâce, à l'effort d'armement, à l'effort de planification. Et nous avons fait beaucoup d'efforts sur ce que l'on appelle techniquement le format des armées. Et le format des armées a été amélioré de façon très sensible. Sans compter bien sûr les réflexions qui ont été menées au plus haut niveau
sur les questions de doctrine d'emploi des forces et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir des hypothèses d'engagement très claires de nos troupes et de savoir en cas de conflit comment on intervient, qui intervient. Donc ce travail-là est un travail professionnel qui a été fait de façon remarquable au plus haut niveau. Nous avons aussi bien entendu réfléchi sur la loi nationale qui organise la défense nationale sur le territoire, qui est une loi 78-23, si mes souvenirs, 70-23, qui a été modifiée une fois en 2008 par la loi 2008-28 et qui fixe la façon dont nous menons notre défense nationale. Donc il y a quelques petits ajustements qu'il faut mettre en place, mais aujourd'hui l'idée c'est que le plus dur a été fait et avant justement de parler de la suite et de la consolidation de la situation, je voudrais en profiter pour rendre hommage et m'incliner devant la mémoire des forces, des soldats, des militaires qui ont été tués et des forces armées qui se sont impliqués en Casamance. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils se sont sacrifiés. C'est les meilleurs d'entre nous qui sont partis pour nous. Puisque tout simplement se sacrifier, ce n'est pas consentir avec résignation. C'est volontairement aller donner sa vie, donner tout, sans condition, sans arrière-pensée, dans la joie. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand vous avez une culture militaire et que vous lisez ce qu'on appelle la prière du para, la prière du para dit « Mon Dieu, donnez-moi la paix, la souffrance, puis la mort au combat ». Le soldat, il va vers la mort et il la souhaite, parce que tout simplement, c'est comme ça qu'il se sacrifie. Et c'est un très beau texte que je vous demande de lire, qui a été écrit par un professeur de philosophie, et je pense que très peu de paras le savent. La prière du para a été écrite par un professeur de philosophie qui s'appelle André Zinhern, qui a été un professeur de philosophie engagé dans la guerre d'Algérie en 1938 et qui tombe sous les feux de l'ennemi. Il a été le premier para tué et dans sa poche, on a trouvé ce beau texte qu'un élève officier de l'EMIA, de l'école militaire interarmes, qui s'appelait Bernachot, a réinterprété dans une très belle musique militaire qui est remarquable. Voilà. Remarquable. Donc, mais j'étais élevé sur les places d'armes et c'est ce que on ne peut pas écouter la prière du para sans avoir des frissons. Et alors, je voudrais justement sur la consolidation dire qu'aujourd'hui il est question de consolider. Consolider par une présence encore plus forte de nos troupes dans les zones où il y a de la rébellion. Deuxièmement, présence de l'État, de ses politiques publiques durables dans ces pays, dans ces zones. Et troisièmement, développer tout ce qui est culture de la paix, culture de la tolérance dans ces zones. Et quatrièmement, il faut aussi, dans la nomination des hauts cadres de la défense et des gouverneurs qui commandent le corps territorial, parce que le gouverneur, lui, anime le conseil de défense au niveau régional, avec les commandants de zone. Donc, il est important que toutes ces personnalités-là soient sensibilisées à la dimension santé, à la dimension défense et sécurité. Et maintenant, reste le gros du problème. C'est la constitution de ce qu'on appelle, dans la loi organisant notre défense, ce que l'on appelle la réserve de défense. C'est la défense civile, menée par les civils. Nous allons travailler sur cette réserve-là, essayer de voir la façon la plus efficace possible, comment on peut mobiliser nos civils pour faire face demain à un danger. Vous savez qu'en Ukraine, justement, c'est une armée qui est toute petite, mais ce qui a retardé l'avancée des troupes soviétiques, mais c'est la réserve civile qui a été mobilisée. Absolument. Et il faut que nous travaillions sur ce point-là. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Il ne s'agit pas seulement de les mobiliser pour l'engagement en cas de conflit. Il faut que les populations comprennent qu'ils sont au début et à la fin de la défense en étant les maillons centraux du renseignement. D'accord. Moi, ça me paraît essentiel et nous avons un système de renseignement que nous devons bâtir. Et justement, il nous reste 5 petites minutes. Dernière question sur la sécurité avant de parler un peu d'emploi et de jeunesse. Nous sommes dans un contexte de terrorisme. Aucun pays n'est épargné. Est-ce que notre pays, le Sénégal, est assez bien outillé avec ces hommes qui assurent notre défense et notre sécurité pour faire face à toute éventualité? Oui, nous sommes bien équipés, nous sommes bien préparés, nous sommes bien conscients des dangers et je vais vous les illustrer en vous disant en quoi.
Le seul point, c'est qu'en matière d'insécurité, personne n'est à l'abri de rien. Et d'autant que vous avez une guerre asymétrique avec des gens qui ne revêtent pas une forme claire et distincte. Donc c'est le premier point. Maintenant, mais moi, qu'est-ce qui me rassure? Ce qui me rassure d'abord, c'est l'analyse stratégique au niveau le plus élevé. Nous avons une école aujourd'hui de guerre qui a été créée avec un centre de doctrine, avec un centre de doctrine d'emploi des forces. Nous avons le CHETS qui fait un travail remarquable en matière de stratégie et nous avons des documents de stratégie de qualité au plus haut niveau. Ça, c'est le premier point. Et sur le terrain, nous sommes en train donc de compléter le format des forces et la composition des forces. Nous sommes en train de voir, lorsque la menace se déplace un peu sur un flanc nord-ouest, nous avons bâti des capacités pour y faire face, puisque nous avons les traditionnels commandements de zone, mais qui peuvent résister pendant 48 heures. Oui. Mais nous avons aujourd'hui des structures de renforcement, comme les bataillons de reconnaissance et d'appui, avant que, bien entendu, les unités de réserve générale ne soient mobilisées. Donc aujourd'hui, on a une organisation très structurée, avec 3 temps opérationnels. Et d'ailleurs, j'ai oublié le dernier temps, mais c'est la mise en œuvre des relations de coopération militaire. Et donc, nous avons toutes ces actions-là qui sont en train d'être menées et qui consolident ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, la dimension terre, air, mer, elle est là présente. Il faut une dimension espace et puis renforcer le renseignement. Et ça, nous avons une idée claire de ce qu'il faut faire et le Sénégal est en train de faire un travail important avec justement 2 décisions qui ont été faites par le président. Assurer la continuité géographique et géophysique de notre territoire. C'était important d'avoir un pont sur la Gambie parce que la Gambie est une question intérieure. Il y aura aussi le pont sur la Mauritanie. Il y aura le pont sur la Mauritanie. Il y aura une base navale dans le nord. Donc nous avons assuré la continuité territoriale. Et nous avons, avec l'acquisition d'instruments et d'équipements d'armée de terre, renforcé la mobilité tactique de nos troupes. Donc aujourd'hui, je pense que tout est dans le bon sens, machallah. Nous avons besoin d'une seule chose, c'est la cohérence nationale, la cohésion nationale. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de discipline. Et c'est la question essentielle. Et avec la paix, la discipline et la cohésion nationale, mais le Sénégal est un grand pays et il ira très, très, très loin. Bien dit, nous sommes au terme de cette émission. J'aurais bien aimé qu'on aborde d'autres questions comme la jeunesse et l'emploi avec les différentes politiques. Est-ce qu'elles sont mal articulées? En tout cas, certaines sont bien pensées. Et tout à fait. Ça, c'est bien d'avoir votre avis là-dessus. Oui, mais aujourd'hui, en 30 secondes, sur la question de l'emploi, il faut améliorer la gouvernance de l'emploi. C'est le premier point. Améliorer la gouvernance des programmes d'emploi. Et quand je dis le premier point, c'était la gouvernance politique de l'emploi. Les informations, la coordination des actions. Et donc, améliorer les questions de gouvernance. Et puis, améliorer la programmation financière des programmes d'emploi. Et je pense, en mettant enfin tous les outils technologiques aujourd'hui disponibles, notamment les algorithmes, l'intelligence artificielle, pour améliorer les processus qui sont en cours sur le marché du travail et pour avoir un marché du travail efficace. Mais encore une fois, ce qui donnera l'emploi aux Sénégalais, ce sera un pays calme, en parfaite cohésion et où on ne met pas le feu sur les biens des investisseurs. Merci, El Hadj Ibrahima Sall. C'était un immense plaisir d'être avec vous dans le jury du dimanche sur ITV, iRadio. Vous êtes le président de la commission d'évaluation des programmes et politiques publiques de l'État du Sénégal. En tout cas, nous avons tant échangé sur d'autres questions avant cette émission, bien entendu. Et malheureusement, le temps a été très court pour pouvoir aborder d'autres questions. Mais on aura aussi d'autres occasions pour le faire. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné pour cette émission. Babacar Ndiaye, Ndianko, Iba Marsen, Angèle. Merci pour le compte rendu. Babacar Fall dans immédiat.sn et Besbul Jour. Bon dimanche à toutes et à tous.